La marche, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Pour moi, la marche, je pense que c'est mon activité préférée. Moi, une journée de congé, une journée de repos, le meilleur repos pour moi, c'est d'aller juste marcher. Je peux marcher 5 km, 10 km, 15 km, 20 km. Et juste cette sensation de liberté que ça me procure, juste marcher et profiter des beaux paysages. Toujours idéalement marcher dans des jolis endroits. Pour moi, c'est le meilleur repos possible. Ça me rend juste tellement heureuse. Et d'autant plus, j'ai été un petit peu terrifiée il y a quelques années quand j'ai commencé à avoir des douleurs en marchant. Euh, Vous savez, moi, ben, peut-être pas, maintenant vous le savez, que j'ai une scoliose, je suis un peu tordue dans tous les sens, j'ai une hanche, j'ai une jambe qui est plus courte qu'une autre, j'ai la colonne qui part en vrille, qui fait tout plein de virages dans tous les sens. Et c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on est plus prédisposé on est un peu plus à risque d'avoir des douleurs en marchant, évidemment, parce que voilà, est un peu déséquilibré. Et donc, c'est quelque chose qui a commencé à me faire quand même très, très peur il y a quelques temps quand je commençais à avoir des douleurs aux genoux, un petit peu des douleurs aux hanches, puisque je vous l'expliquais, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi que moi, je veux juste pas visualiser, imaginer ma vie sans pouvoir marcher, sans pouvoir aller faire des randonnées. Donc, je me suis vraiment sérieusement penchée sur cette question pour m'aider avant tout, moi, à améliorer ma façon de marcher, pour faire en sorte que je puisse toujours continuer à marcher encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, et oui, de voir continuer à pouvoir profiter de cette merveilleuse activité qui m'apporte tant de bien-être. Et je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui n'aiment pas marcher, mais ça reste quelque chose de très important quand même marcher, hein, parce que même sans forcément aller faire des grosses balades de 10-20 km, le simple fait de se déplacer de la cuisine à la salle de bain, si on n'arrive pas à le faire, on est quand même très très mal pris. Par exemple, donc c'est juste question aussi de maintenir notre autonomie, c'est tellement important. Et je pense que les personnes qui se retrouvent dans une situation où on sent que mais on n'arrive plus à se déplacer comme on le voudrait, euh, comprennent à quel point, en fin de compte, c'est important juste pouvoir se déplacer. Vraiment que c'est une des choses les plus importantes pour maintenir notre autonomie le plus longtemps possible. Euh, et vous savez, la marche, cette capacité de se déplacer, c'est même l'objectif même, c'est le but même de notre système musculo-squelettique. Hein? C'est vrai que la marche, c'est probablement une des seules activités fonctionnelles qui est adaptée à tout le monde. Vous savez, il y a beaucoup d'exercices, beaucoup de mouvements, beaucoup de sports qui existent et tous les sports ne sont pas adaptés à tout le monde, mais la marche, c'est probablement le seul exercice qui serait adapté et fortement conseillé à tout le monde parce que c'est le but même de notre pourquoi on a un système, pourquoi on a un corps en fin de compte, pourquoi on a un squelette, pourquoi on a des muscles, donc pourquoi on a oui tout ce système musculo-squelettique. C'est initialement ça a été créé, si vous voulez, on a évolué vers ça pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir se nourrir. Les personnes qui habitaient sur Terre il y a des dizaines de milliers d'années, c'était pour ça. Donc, il fallait se déplacer pour se nourrir, sinon on mourait. Et donc, pour se déplacer, on avait besoin d'un système musculo-squelettique. Se déplacer pour pouvoir se nourrir et se nourrir pour pouvoir se déplacer. Après, on pourrait se lancer dans une grosse discussion philosophique à quoi tout ça, ça sert en fin de compte. Mais bon, ça c'est un peu, on rentre dans c'est quoi le but de la vie, etc. Mais le système musculo-squelettique, c'est à ça qu'il sert, c'est pour nous permettre de nous déplacer, de se déplacer. Donc, si on ne se déplace pas, notre système musculo-squelettique souffre énormément. Et peut-être certains vont me poser la question, oui, mais Marina, si notre corps est fait pour marcher, mais pourquoi il y a autant de personnes qui ont des douleurs en marchant? Si on était fait pour marcher, normalement, on ne devrait pas avoir de douleur en marchant. Malheureusement, je pense que vous comprenez tous que dans notre monde occidental actuel, on bouge clairement pas assez, on reste beaucoup trop assis, on ne marche plus suffisamment et donc c'est sûr que si on passe des journées assises, ça finit par
causer tout plein de déséquilibres au niveau de notre corps. Ça fait en sorte qu'on va perdre en mobilité au niveau de nos hanches, au niveau de nos chevilles. On va perdre en force, en stabilité. Donc, ça va faire en sorte que quand on va se dire, ah, mais tiens, je vais aller faire une balade, ça va me faire du bien. Mais à cause de tous ces déséquilibres qui se sont installés au niveau de notre corps pendant qu'on était assis, mais ça va complètement modifier notre façon de se déplacer et cette mauvaise façon de marcher, si vous voulez, justement, ça va causer des douleurs. Pour d'autres personnes aussi, la douleur en marchant, ça peut être relié aussi à certains déséquilibres morphologiques un peu plus innés avec lesquels on est né. Donc, parfois, on peut naître avec une petite malformation au niveau d'une hanche, par ailleurs, ce qui est mon cas. Donc, on va naître, oui, avec une hanche peut-être qui va un petit peu moins bouger d'un côté, ou une scoliose. Et souvent, une scoliose, ça va être d'origine idiopathique. C'est ça, oui, une scoliose qui n'a pas forcément d'explication. On a une scoliose, voilà, quelque chose qui s'est développé dans l'enfance. Souvent, ça va être lié aussi à des déséquilibres morphologiques, à des problèmes vraiment au niveau de comment nos os sont faits. Donc, parfois, des choses sur lesquelles on ne peut pas forcément avoir du contrôle, mais qu'on peut tenir en compte pour apprendre à mieux marcher. Et dans mon cas, c'est par cet apprentissage-là que j'ai dû passer, justement, parce que j'ai une scoliose, je suis tordue de tous les côtés, dans tous les sens, il y a des choses que je ne peux pas me changer, mais je peux tenir compte de mes déséquilibres posturaux pour améliorer, pour rendre ma marche le plus efficace possible et de diminuer le risque de développer des douleurs à certains endroits de mon corps. C'est exactement ce que je fais actuellement. Et oui, je suis capable maintenant de profiter de nouveau des dizaines et des dizaines de kilomètres de marche sans souffrir. Et donc, c'est un petit peu ce que je vais vous expliquer aujourd'hui aussi, que ouais, séparer ces connaissances en 5 règles, ouais, en 5 catégories, des choses sur lesquelles vraiment porter attention à la marche, que j'applique à moi, à mon corps, à moi. Et une autre chose aussi que je voulais vous dire avant de se lancer dans les règles, c'est que c'est sûr que le mauvais patron de marche, la mauvaise façon de marcher, ça peut créer des douleurs au niveau des pieds, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des hanches, mais plus haut au niveau de notre corps aussi. Au niveau de la nuque, par exemple, ça peut contribuer, soit créer de douleurs ou aggraver les douleurs. Ça peut contribuer aux douleurs, à des douleurs au niveau de l'épaule, au niveau des omoplates, même au niveau du haut du corps. Et l'explication à ça est assez simple. Je pense que je vais vous la donner tout de suite. Vous savez que quand on marche, il y a un mouvement rotatoire qui se produit au niveau de notre corps. Donc, de façon très exagérée, quand je fais un pas, quand j'amène un pied en avant, normalement, c'est quelque chose qu'on va revoir encore un peu plus en détail dans quelques minutes, mais mon corps va se tourner dans l'autre direction. Donc, si je fais un pas avec mon pied droit en avant, mon tronc va se tourner vers donc mon bassin se tourne vers la gauche, mon tronc va se tourner vers la droite. Et même si à première vue, on peut avoir l'impression que notre tête, elle bouge pas pendant qu'on marche. Notre tête, on continue juste à regarder devant nous, mais ce qu'il est faux, parce que notre tête, elle bouge relativement au reste de notre corps. Donc comme ça, à chaque fois que je fais un pas, là je vais, en exagérant évidemment, on n'a pas besoin de bouger nos bras autant, mais à chaque fois que je fais un pas, en fait, c'est comme si ma tête, elle faisait un mouvement de rotation vers la droite, vers la gauche. Jusque-là, c'est mon tronc qui bouge relativement à la tête, mais ça va quand même impliquer les muscles de mon cou. Hein? Comme ça, quand mon torse va tourner vers la droite, il y a certains muscles qui vont se contracter, l'autre se relâcher au niveau de la nuque, et vice-versa. C'est sûr que si je vais avoir un patron de marche trop asymétrique, mettons si le mouvement dans un sens va prédominer sur le mouvement dans l'autre sens, ça va faire en sorte que, même au niveau de la nuque, il y a un côté que les muscles vont se surutiliser, et ça va contribuer à toutes ces douleurs au niveau de la nuque. Pareil aussi au niveau des épaules, pareil tout ce qui va toucher le haut de notre corps. Okay? Donc oui, le patron de marche peut avoir un impact sur les douleurs au niveau du cou. Je dirais même que c'est quelque chose d'assez fréquent, et c'est mon cas aussi. Et plus encore, ça peut même avoir un impact sur notre façon de respirer. Vous savez, dans mon cas, une fois de plus, à cause de ma scoliose et toutes ces asymétries,
et j'ai le cloison nasal qui est un petit peu dévié. Donc, j'ai tendance à avoir une narine qui est un peu comme bouchée en permanence. Et quand je modifie mon patron de marche pour marcher un petit peu mieux, un peu plus en respect de mes asymétries, je vais même sentir cette narine qui souvent a tendance d'être bouchée, un petit peu se déboucher. Donc même à ce niveau-là, ça peut avoir un impact. Ça a vraiment un impact sur tout notre corps. Okay? Donc c'est vraiment passionnant. OK, donc écoutez, on va passer par les différentes règles, si vous voulez, à suivre pour améliorer notre patron de marche. Laissez-moi prendre une petite gorgée. Je suis contente de constater que on croise les doigts, que ça a l'air de bien aller au niveau de la connexion. Et par ailleurs, bonjour à tout le monde qui m'ont envoyé des petits coucous dans les commentaires. Je suis vraiment contente de tous vous voir. Donc, la première règle que je vais vous présenter, c'est quelque chose quand même d'un petit peu plus connu, peut-être pas par tout le monde, mais souvent quand on va aller voir un kiné, par exemple, un physio qui va être un petit peu plus spécialisé en tout ce qui touche à la marche, ils vont souvent parler de ça. C'est le déroulement du pied, le déroulé du pied. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, un problème quand même assez fréquent au niveau de la marche, ça va être la chose suivante. Je vais enlever mes chaussettes, ça allait mieux comprendre. Ce qui se passe un petit peu souvent, pas chez tout le monde, mais quand même assez fréquent, c'est que quand on va faire un pas, on va avoir l'appui sur le talon et après, le pied va tout de suite s'écraser sur le côté interne, hop, sur le côté du gros orteil. Donc, ça va être comme, hop, c'est le pas, quand je vais poser le pied, ça va se faire en 2 étapes. Donc, talon, puis ensuite, le pied s'écrase tout de suite. Donc, ça, c'est pas une bonne chose. Okay? Le déroulé du pied, c'est vraiment ce passage un petit peu plus en contrôle du talon aux orteils. Et idéalement, on va avoir comme ça l'appui qui va être mieux distribué entre la base du gros orteil et la base du petit orteil. Donc, le gros orteil et le talon. Donc, c'est vraiment déjà la première chose que je vous suggère à faire pendant que vous marchez, c'est essayer de porter attention, mais attendez, est-ce que j'ai cette impression que mon pied, il fait comme pop, pum, en 2 étapes? Ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu plus contrôlé qui passe par toute la phase plantaire de mon pied? OK? Et je pense que je vais tout de suite passer, parce que je peux faire des liens en fait entre la première règle et la deuxième règle, la deuxième règle, c'est de se propulser avec la base du gros orteil, avec le gros orteil. Ça, c'est quelque chose qui est moins souvent mentionné, quelque chose que j'entends moins souvent, mais c'est vraiment extrêmement important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avoir cette propulsion, cette poussée avec le gros orteil. Et que quand je vais faire le pas, hop, j'ai fait mon pas. Donc, vraiment, j'ai porté attention à bien dérouler le pied avec lequel j'ai fait le pas en avant, mais le pied qui est derrière, ce qui va faire en sorte que notre corps va se propulser vers l'avant. Cette poussée doit se produire au niveau du gros orteil et pas n'importe comment. OK? Il faut que ça se fasse avec notre gros orteil qui se retrouve en extension. Tandis que la chose qui arrive quand même assez souvent, c'est quelque chose, là vous voyez ce que je viens de faire? Hop! Au lieu de faire la poussée d'une façon plus linéaire, chose qu'on veut avoir, le pied va se tourner un petit peu vers l'extérieur et on va pousser un peu plus de côté. Par ailleurs, souvent, c'est quelque chose qui va être accompagné aussi d'un hallux valgus, donc le gros orteil qui, à force de tout le temps pousser de cette façon avec notre pied, ben, le gros orteil, il va se retrouver collé au deuxième orteil. Ou encore pire, il va embarquer sur le deuxième orteil carrément. C'est quelque chose que je vois souvent, ok, aussi. Donc, on va se retrouver avec cette déformation-là. Et donc, oui, c'est ça. Et juste
Le fait d'espacer, d'écarter nos orteils, de garder le gros orteil plus éloigné du deuxième orteil, juste ça, ça peut être déjà un énorme défi pour ces personnes-là. Quelque chose de très fréquent. Maintenant, ça va venir aussi avec un manque d'extension au niveau du gros orteil. Donc ça, c'est quelque chose qui va être difficile à faire. Quand je vais essayer de me mettre sur la pointe des pieds, mon pied, le talon va partir un peu sur les côtés. Oh! Voilà. Tandis que je veux avoir une bonne capacité à faire ce mouvement-là au niveau de mon orteil. L'extension du gros orteil. Et comme ça, quand je vais faire mon pas, je pousse avec le pied qui est derrière de la façon la plus linéaire possible. Et je sens, ça travaille fort, fort, fort mon gros orteil ici. C'est de là que, voilà, ça m'aide à avancer vers l'avant. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à surveiller. Et tant qu'à parler de ça aussi, de cette poussée avec le gros orteil, la façon comment le poids est distribué entre la base du orteil et la base du petit orteil, et comment le déroulé du pied se fait. La capacité aussi à faire ce mouvement-là avec notre cheville est également très important. Et ça aussi, c'est une capacité qui va souvent se perdre quand on va pas suffisamment bouger, quand on va rester pendant trop longtemps assis et ces choses-là. Parce que ça, quand vous allez manquer de, ça s'appelle extension, dorsiflexion de la cheville. Quand j'ai pas assez de dorsiflexion de la cheville, ça va faire en sorte que, enfin de plus, mon pied va trop avoir tendance à partir sur le côté, comme ça. Là, j'exagère, mais c'est un petit peu ce qui va se produire. Parce que si je veux retrouver un mouvement bien linéaire pour que ça se passe, pour que la poussée se fasse vers l'avant sans dévier sur les côtés, oui, j'ai besoin d'avoir... Ah, vous voyez ce moment-là ici? Quand je fais le pas, et juste avant que mon talon derrière commence à se décoller, j'ai la cheville qui est ici en dorsiflexion. Ça s'appelle extension, dorsiflexion, la même chose. Si j'arrive pas à faire ça, ce mouvement, si ça bloque trop, mon pied va tourner sur le côté. Beaucoup trop, parce que c'est plus facile. Et donc, on fait de plus, ça va faire en sorte que je vais me retrouver dans ce pattern où le pied va tout le temps un petit peu tourner vers l'extérieur. Ça va beaucoup trop vite basculer entre les talons et le gros orteil sans passer par tout ce déroulement du pied. Quelles sont les conséquences de ça? Ben, déjà, les douleurs au niveau du gros orteil, évidemment. Les douleurs au niveau du genou, parce qu'à chaque fois que je fais mon pas, ben, le genou, il fait cette espèce de twist, il se tord, les douleurs au niveau de la hanche, et ainsi de suite. Okay? Et c'est quelque chose qui peut, je vois souvent, ça va être présent d'un côté, ça va être présent d'un côté, le pied va faire ça, mais pas de l'autre côté. De l'autre côté, ça peut être un autre type de problème. Et donc, si je reviens à ce mouvement rotatoire dont je vous ai parlé au début, mais justement, le fait que je vais avoir d'un côté la jambe, le pied qui va tout le temps traîner, ça va faire en sorte que je vais avoir tout le temps une hanche qui va se retrouver plus en avant qu'une autre pendant que je marche. Et ça, si j'ai tout le temps une hanche qui se retrouve en avant par rapport à une autre, ben, c'est l'inverse qui se passe au niveau de mon torse. C'est-à-dire qu'il y a une rotation dans l'autre sens au niveau de mon torse qui va prédominer. Et qu'est-ce que je vous ai dit par rapport à votre cou? Mais même si on a l'impression que la tête reste tout le temps vers l'avant pendant qu'on marche, c'est pas le cas. Que la tête, elle est toujours en rotation relativement à notre corps. Donc, le déséquilibre au niveau du cou. Et bienvenue, tout plein de problèmes, ok? Au niveau de toutes les structures de notre corps. Et par ailleurs, l'inverse existe aussi. C'est quelque chose que je vois assez souvent. On peut autant avoir les personnes qui vont avoir comme trop le pied qui va trop basculer sur le côté interne, donc faire ce mouvement-là. L'inverse existe aussi, je vois souvent aussi. Personnes au contraire où on n'aura aucun appui sur le gros orteil. On va avoir trop de poids sur le côté externe du pied, sur le côté du petit orteil. Ça, c'est pas une bonne chose non plus. Okay? Parce que, justement, quand je vais devoir avoir ma propulsion, ma poussée avec le gros orteil vers l'avant, ben, ça va pas se faire justement avec le gros orteil. Ça va trop se faire avec une autre partie de mon pied.
Et bienvenue par ailleurs les douleurs au niveau du moyen fessier, les douleurs ouais, au niveau des fessiers, vraiment dans cette région-là, les douleurs au niveau sacro-iliaque, souvent ce manque de propulsion avec le gros orteil va se manifester sous forme de douleur, oui, vraiment, au niveau de la fesse, la bandelette et le tibial, dans cette région-là. Et surtout, quand on se retrouve avec une tendinopathie du moyen fessier, par exemple, ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est drôle du tout. Ça c'est extrêmement limitant, extrêmement douloureux et très difficile à s'en libérer. Parce que le seul moyen de se libérer de ces douleurs-là sur le long terme, c'est de travailler sérieusement au niveau postural, de retravailler notre posture, de retravailler notre patron de marche, de passer donc par le renforcement, la stabilité. Mais quand on va faire ces exercices-là, c'est tellement douloureux qu'on va avoir beaucoup de mal à les faire justement. Donc, on est pris dans un cercle vicieux. Idéalement, c'est d'agir avant. Vous me suivez toujours? Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de live dans le groupe, donc j'espère que j'arrive à rester pas trop éparpillée. OK. OK. La troisième règle, extrêmement... Ça, c'est quelque chose que j'entends très rarement et pour moi, ça a été un long processus de prendre conscience de ce problème au niveau de mon corps. Et par contre, quand j'ai pris conscience de ça, ça a vraiment, vraiment considérablement amélioré, diminué, je dirais, mes douleurs au niveau des genoux, au niveau de la hanche. C'est la rotation interne de la hanche. La rotation interne de la hanche. Je répète, la rotation interne de la hanche. Très souvent dans les cours de yoga ou dans les cours de souplesse, on va parler de la rotation externe de la hanche et on va présenter des exercices de ce style-là, l'ouverture des hanches, il faut travailler l'ouverture des hanches. Et ça ne sert à rien dans la grande majorité des cas, à part créer de nombreuses douleurs, parce que oui, souvent on va se fixer des objectifs déjà de un, pas réalistes, les objectifs qui vont dépasser la mobilité normale de notre corps et voilà, qui vont juste créer tout plein de douleurs. Et c'est rare qu'on entende parler de la rotation interne de la hanche qui est extrêmement importante à la marche. Regardez, je vais essayer de vous expliquer. C'est un concept un petit peu plus ouais, c'est ça, nécessite avoir une certaine capacité de visualisation, une certaine capacité de comprendre le mouvement relatif d'une partie du corps par rapport à une autre partie du corps. Regardez, j'ai mon pied, on va dire le pied droit en avant, je suis en train de faire un pas, pendant que je vais faire mon pas, ma hanche gauche, durant le mouvement, normalement, devra partir vers l'avant. Vous êtes d'accord avec moi? Là, au début, j'ai mis mon pied droit en avant. Au début, ma hanche gauche est en arrière et là, elle va partir en avant pendant que je fais le pas. Pour l'instant, ça fait du sens. Regardez. Hop. Une chose qui est importante à comprendre, et c'est justement cet élément-là qui peut être un peu difficile à visualiser, c'est que pendant que ma hanche gauche se déplace vers l'avant, donc mon bassin, cette partie-là de mon corps fait une rotation vers la droite par rapport à ma jambe droite, par rapport à mon fémur droit, par rapport à cette partie de ma jambe-là. J'ai une rotation du bassin vers la droite. Pendant que mon bassin fait ça, au niveau de ma jambe droite, au niveau de mon fémur droit, il y a une rotation interne qui se produit. Donc, de faire ça, anatomiquement parlant, ça ressemble beaucoup à si je reste sur place et je tourne ma hanche vers l'intérieur, sans bouger le bassin. Là, je garde mes mains sur mes hanches, je tourne la hanche vers l'intérieur. La rotation interne de ma hanche. C'est ou si je regarde le mouvement relatif du fémur par rapport à mon bassin, c'est les mêmes muscles qui travaillent au niveau de ma hanche, au niveau de ma jambe, quand je fais ça, que quand je fais ça. Je sais, ça peut être difficile à visualiser. Ça prend du temps. Vous pourrez revoir
et revoir ensuite ce live en rediffusion et un jour, vous arriverez à comprendre. Pour l'instant, faites-moi confiance. Donc, si j'arrive pas à bien faire ce mouvement de rotation interne au niveau de ma hanche, je vais avoir du mal justement à amener l'autre pied en avant. Il va comme un petit peu traîner. Donc, ce qui risque d'arriver dans ce temps-là, mettons, je mets mon pied droit en avant et quand je vais essayer d'amener mon autre hanche en avant, durant le pas, ça va beaucoup plus difficilement se faire. Donc, c'est comme si mon pied droit va un petit peu traîner derrière. Il va y avoir quelque chose qui ressemble à ça qui va se produire. Donc, en fait, on va encore se retrouver avec la compensation au niveau du pied qui va tourner un peu vers l'extérieur. C'est un peu ça qui se produit. C'est sûr que j'exagère, ok? Mais si je manque de rotation interne au niveau de cette jambe-là, je vais avoir l'autre pied qui va faire quelque chose qui ressemble à ça. Comme mon autre hanche va tout le temps traîner un petit peu derrière parce que j'arrive pas à l'amener suffisamment vers l'avant. Okay? Donc, c'est quelque chose absolument à vérifier. Je sais que moi, dans mon cas, justement, à cause de ma scoliose, à cause de tous mes déséquilibres innés au niveau de mon bassin, je ne peux pas agir sur tout. Par contre, j'ai conscience de cette difficulté-là que j'ai au niveau de cette hanche, au niveau de cette jambe, dans mon cas. Et je sais que il faut que je pousse un petit peu plus. Je dois un peu plus, pendant que je fais mon pas, sentir ce mouvement de rotation interne. Et bon, là, j'ai pas l'envie de trop j'ai tellement envie de vous raconter tout plein de choses pendant que je dis ça, mais en même temps, je me dis, j'ai pas envie que votre cerveau explose. Mais vous savez que moi, je suis une grande adepte de toutes les théories, de tout ce qui entoure les chaînes myofasciales, c'est-à-dire les connexions de fascia qui connectent les différentes parties de notre corps entre elles. Le fascia, c'est le tissu conjonctif qui connecte toutes les parties de notre corps entre elles, donc le pied à notre bassin. Et donc, justement, quand je parle de cette propulsion avec le gros orteil, par ailleurs, la chose que j'ai mentionnée un petit peu plus tôt, quand je parle d'une bonne utilisation des rotateurs internes de la hanche, en fait, tout ça, ça fait partie de notre chaîne antérieure profonde. Okay? Donc, on a une chaîne antérieure profonde qui connecte cette partie de notre pied, le gros orteil, le muscle profond du pied, en passant sur tout le côté interne de ma jambe, ça connecte à mon périnée. Et en fait, c'est sur cette chaîne antérieure profonde qu'il fallait que moi, en tout cas, je travaille beaucoup dans mon cas, pour améliorer cette poussée pendant que je fais un pas, pour sentir que ça se passe ici. Voilà, mais c'était une toute petite introduction aux chaînes myofasciales. C'est pas forcément mon objectif aujourd'hui de faire un cours entier sur ça, mais ça peut être quand même intéressant de voir les choses de cette façon-là. En gardant cette vision des chaînes myofasciales en tête, comment tout est connecté. Ensuite, la quatrième règle, le mouvement de rotation, qui est extrêmement important à garder en tête. Il y a certaines personnes qui vont oublier il faut que le tronc tourne pendant qu'on marche. Il faut que les bras bougent pendant qu'on marche. D'où, surtout si on va faire comme vraiment une longue balade, un petit peu 10 minutes, 15 minutes ou plus, c'est important d'essayer de garder nos bras le plus libres possible. Okay? Pour justement le moins possible interférer dans ce mouvement rotatoire qui doit se produire au niveau de notre corps pendant qu'on marche. Donc, c'est mieux quand on peut d'éviter soit d'avoir un sac dans une main, peut-être privilégier le sac à dos, même si bon, le sac à dos, c'est une autre histoire aussi, mais il va mieux essayer le plus possible de garder nos bras libres et essayer de ne pas trop mettre les mains dans les poches aussi. Okay? C'est OK si on fait ça de temps en temps, mais le problème, c'est quand à chaque fois qu'on marche, on a tout le temps nos mains dans les poches.
c'est un problème quand à chaque fois qu'on marche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai toujours un sac sur un côté. En plus, si c'est tout le temps le même côté, c'est sûr que ça va interférer avec le patron de marche. Il faut pas oublier l'importance de ce mouvement des bras pendant qu'on marche. Hein? Les bras jouent un rôle important. Il faut que quand mon pied droit part en avant, mon pied gauche, mon pied droit part en avant, ma main gauche part en avant. On a besoin de ce mouvement rotatoire et idéalement, ce mouvement va se faire de façon symétrique des deux côtés. Et pour qu'il se fasse de façon symétrique, on revient à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt au niveau des règles. Il faut qu'on pousse de la bonne façon avec notre gros orteil, que ce soit aligné. Il faut qu'on aille ce mouvement de rotation interne pareil au niveau des deux hanches, etc. Mais il faut s'assurer aussi qu'on n'est pas trop limité par par des objets qu'on puisse tenir dans les bras. Enfin, de plus, c'est ok de déplacer des trucs, ok, c'est normal. Après tout, c'est pour ça que il y a des dizaines de millions, peut-être pas des millions, mais il y a des centaines de milliers d'années que les êtres humains ont commencé par ailleurs, les êtres humains, les singes qui sont devenus les êtres humains, les australopithèques. Ils ont petit à petit ont commencé à se déplacer sur leurs jambes pour pouvoir déplacer les choses dans les mains en même temps. Parce que pendant qu'on se déplaçait à quatre pattes, c'était un petit peu plus compliqué de déplacer des choses en même temps. Donc c'était un des facteurs qui a contribué au fait que maintenant on marche sur nos deux pieds. Parce que ça, il y a très 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 longtemps, on s'est dit que ça peut être très pratique d'avoir nos bras de libre, nos mains de libre pour déplacer des trucs. Donc c'est tout à fait normal de déplacer des trucs, mais juste s'assurer qu'on ne le fait pas tout le temps, tout le temps, tout le temps de la même façon. Pas tout le temps du même côté. Être sûr qu'on n'a pas ces déséquilibres plus permanents qui s'installent et qui vont finir par créer des douleurs. Éventuellement, tous ces déséquilibres vont finir par créer des douleurs au niveau de la nuque. Ok, je vais donner une dernière règle qu'on va voir aujourd'hui. Et ça, c'est l'équilibre. Ça, c'est vraiment équilibre et stabilité. Ça, c'est vraiment très important à ne pas négliger vos exercices d'équilibre sur un pied. Parce que si vous arrivez à avoir un meilleur équilibre sur un pied, ça va considérablement déjà améliorer votre vitesse de marche, votre capacité à faire des pas un petit peu plus grands. Parce qu'il y a cette étude assez intéressante dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, justement, dans une publication dans le groupe. Mais cette étude donc qui est arrivée à établir une corrélation entre la vitesse de la marche et la longévité, pendant combien d'années on vit, quoi. Et donc, les personnes qui arrivent à marcher plus vite, et pas juste marcher, mais marcher plus vite, généralement, c'était en corrélation avec une meilleure santé. Donc, ces personnes-là étaient moins souvent hospitalisées et voilà, donc, ils vivaient vraiment plus longtemps. Bon, c'est quelque chose qui devrait être confirmé aussi par bien plus d'études, mais il reste que c'est une matière à réfléchir que, oui, effectivement, voilà, la marche contribue d'une façon très importante à maintenir, à vivre plus longtemps. Et donc, particulièrement la vitesse de la marche. Et pour pouvoir marcher plus vite, on va être capable de faire des pas un petit peu plus grands aussi. OK? Parce que si on piétine, si on fait des tout petits pas, bien évidemment, on va pas arriver à marcher aussi vite que si on fait des pas un petit peu plus grands. Et quand je parle des pas un petit peu plus grands, je parle en fait des pas d'une taille normale. OK? Mais si on a un problème d'équilibre, on va être porté à faire des pas plus petits. Parce que forcément, si dès que je suis sur un pied, je me sens totalement instable, je vais tout de suite avoir envie de poser mon pied au sol. Donc, il va faire en sorte que je vais faire des pas beaucoup plus petits. Justement, pour minimiser ce temps pendant lequel mon pied est décollé du sol. Donc, c'est pour ça que pour votre longévité, pour le maintien de l'autonomie, l'équilibre, c'est un des éléments les plus importants. Et pour moi, je crois sincèrement que même l'équilibre, la stabilité, c'est même bien plus important que la souplesse, la mobilité, qui sont tous très importants aussi. Mais ça ne sert à rien d'avoir une bonne mobilité, d'être capable de faire un mouvement si on n'arrive pas à rester stable sur nos deux pieds. Si à chaque pas, on a l'impression qu'on va tomber, qu'on a peur, et voilà. Parce que là, si on n'a pas cette stabilité, si on n'a pas l'équilibre, on va perdre en autonomie très, très, très rapidement. Très, très, très rapidement. Okay.
Donc, travailler notre équilibre sur un pied, oui, ça c'est quelque chose qui va être extrêmement important. Bon, écoutez, je pourrais dire encore beaucoup de choses, évidemment, au niveau de la marche. C'est un sujet qui me passionne énormément. J'aurais pu vous parler aussi de l'importance de l'élasticité du fascia à la marche. Par exemple, tiens, vous êtes déjà là, donc 1 minute. C'est quoi l'élasticité du fascia? L'élasticité du fascia. Vous vous rappelez de ce mouvement rotatoire dont je vous ai parlé, j'espère bien. Il n'y a pas si longtemps que ça. On a des chaînes myofasciales qui passent en diagonale. Donc, entre autres, ça s'appelle des chaînes myofasciales fonctionnelles. Il y en a une qui part ici, de côté, qui est au niveau du bras. Là, j'ai manifestement pas assez de bras pour vous faire la démonstration la plus juste possible, mais j'ai une chaîne myofasciale comme ça, une par là, dans le dos, derrière, il y a des chaînes myofasciales partout. Mais là, pour vous expliquer l'élasticité du fascia, je vous montre sur la chaîne myofasciale fonctionnelle qui va en croiser ici. Donc, regardez, je fais mon pas. Attendez. Hein? Oui, ici. Donc, quand je me retrouve dans cette position-là, donc j'ai fait un pas avec mon pied gauche. Donc, ma hanche gauche est en avant, mon épaule gauche est en arrière. J'ai cette chaîne-là ici qui va en croiser, qui se retrouve un petit peu tendue, ok, dans une position. Elle est comme un petit peu étirée. C'est pas un gros étirement, mais elle est un peu étirée. Et ensuite, quand je fais le pas dans l'autre, avec l'autre jambe, hop, l'élastique se raccourcit un peu. Il est moins tendu. Et l'élasticité, oui, c'est ça. Élasticité du fascia, c'est notre fascia qui connecte toutes les structures de notre corps, qui libère de l'énergie en se raccourcissant. Donc, vous avez compris, il y a un moment pendant que je fais mon pas où la chaîne est un petit peu plus tendue. Okay? Et après, hop, ça se raccourcit. Et pendant que la chaîne se raccourcit, comme un élastique, ça fait comme un petit effet de boum. Et pendant que ça fait ça, il y a de l'énergie qui se libère et c'est quelque chose qui nous aide à nous propulser. Et d'où une fois de plus l'importance d'avoir ce mouvement rotatoire. Et c'est quelque chose qui contribue à la marche un peu en collaboration avec les muscles. C'est-à-dire que quand je marche, il y a les muscles qui se contractent et quand les muscles se contractent, ça me permet de m'avancer. Mais en plus de ce travail musculaire, cette élasticité du fascia, cette énergie qui s'accumule, en fait, quand le fascia s'étire, il y a de l'énergie qui s'accumule dans le fascia. Et ensuite, quand je fais le mouvement dans l'autre sens, hop, le fascia se relâche, ça libère de l'énergie qui m'aide aussi à me propulser. Et donc, c'est quelque chose qui se produit dans les deux sens, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, les personnes qui sont des grands marcheurs, qui aiment marcher vite, comme c'est mon cas, vont toujours trouver que marcher plus rapidement, c'est quelque chose qui est plus facile musculairement parlant que juste de piétiner un pas très très lent, mettons dans une musée par exemple. On va très très vite commencer à avoir mal au niveau de tout le muscle, ça va, on va se sentir fatigué, hein. C'est justement parce que on va marcher vite. On va avoir l'échelle myofasciale, le fascia, qui va être plus impliqué dans le processus. Donc, comme ça, à chaque fois que je vais faire mon pas, le fascia s'étire, se relâche, s'étire, se relâche, s'étire, se relâche. Et c'est quelque chose qui m'aide à avancer. Donc, je marche comme ça, sur un même rythme, un bon rythme, quand même assez rapidement. Donc là, le fascia participe bien dans le mouvement et c'est quelque chose qui aide quelque part à mes muscles à me propulser dans la marche. Okay? Tandis que quand je vais piétiner sur place en faisant des tout petits pas, le fascia va être pratiquement pas impliqué dans le processus. Ça va être que mes pauvres muscles qui vont tout raidir, se surcontracter et c'est pour ça aussi que oui, marcher très lentement ou encore pire rester sur place, c'est musculairement parlant, c'est plus difficile que de marcher vite.
Et quand je dis c'est plus difficile, ça veut pas dire que vos muscles vont devenir plus forts à force de juste rester debout ou de piétiner sur place. Ça veut juste dire qu'ils vont juste se fatiguer, en fait, mais sans pas de façon positive. Okay? Parce que c'est sûr que si je vais marcher à 20 km, bon, mes muscles vont aussi quand même bien travailler, on s'entend. Ça se fait que j'ai des petites crampes aussi au niveau des mollets. Mais bon, là, ça va être quand même plus positif que vous comprenez la différence. Bon, là, par rapport à l'élasticité du fascia, c'est pas quelque chose que j'avais l'intention de vous partager au début, mais bon, vous savez, je suis tellement passionnée par toutes ces choses-là que je finis par en dire beaucoup trop. Donc déjà, j'ai fait un 45 minutes. Là, je vais prendre vos questions par rapport à la marche, par rapport aux choses que j'ai partagées avec vous aujourd'hui. Et pendant que vous écrivez vos questions, ben, ça va être quand même important que je spécifie aussi que là, j'ai nommé plusieurs éléments qui peuvent être problématiques pendant qu'on marche, mais évidemment, ces éléments ne seront pas forcément présents chez tout le monde, ok? Chez une personne, je pense, ça peut être toutes ces choses-là vont être problématiques. Chez une autre personne, ça va être juste un truc qui va être problématique. Peut-être il y a certaines choses aussi que forcément j'ai pas pu dire aujourd'hui non plus, même si j'ai quand même dit des choses les plus fréquentes qui peuvent être problématiques. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est toujours vous savez, quand on apprend des nouveaux trucs comme ça, c'est comme hyper passionnant, puis on a envie de tout appliquer, toutes ces choses qu'on a apprises, on a envie de les appliquer à notre corps. Puis parfois, on commence à voir des choses en notre corps qui ne sont pas forcément présentes, ok? Parce qu'on a tellement envie de les trouver dans notre corps pour pouvoir travailler sur ça que voilà, on va venir par voir des choses qui sont fausses en fait. Okay? Parce que comme je vous ai dit, là, on a fait un petit topo des différents éléments qui peuvent être problématiques, mais ils ne seront pas problématiques forcément chez tout le monde. C'est sûr que l'idéal, c'est toujours passer par cette analyse très objective aussi de la situation, de qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps. Ben, déjà pour ne pas perdre notre temps pour travailler sur des choses qui en fait ne s'appliquent pas à nous, en fait, et pour travailler sur les choses qui sont effectivement pertinentes et qui s'appliquent à notre situation. Parce que sinon, on n'est pas très gagnant. On perd notre temps à faire des trucs inutiles, peut-être même à créer des douleurs inutiles et ben, inutiles. Toute douleur est, non, même s'il a des douleurs utiles parfois, mais ben, par créer des douleurs, des inconforts qui auraient pu être évités. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, comme d'habitude, je vous encourage de réserver votre session. Je me réapproprie ma posture avec moi. Okay? Donc ça, cette session-là, c'est pour vous l'opportunité c'est une session gratuite, d'avoir une analyse, mon opinion sur votre situation. OK? Mon opinion sur ce qui ne va pas au niveau de votre posture, au niveau de votre corps, de comprendre le lien entre votre posture, vos douleurs. Est-ce que la posture a un impact sur vos douleurs ou peut-être pas aussi? Ça peut arriver. Hein?